Salut, aujourd'hui on va explorer les mythes sur le TNT. Mais avant ça, un avertissement crucial. Cette vidéo est purement éducative et historique. Ce n'est absolument pas un tutoriel. Ne tentez jamais ça chez vous. J'ai une question simple pour commencer. Si je vous demande de visualiser du TNT, là tout de suite dans votre tête, qu'est-ce que vous voyez? Je parie que 90% d'entre vous voient ça. Des bâtons rouges, un peu comme une bougie, avec une mèche souvent utilisée par un coyote malchanceux. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que votre enfance est un mensonge. Ce que vous imaginez, c'est de la dynamite. Et confondre de la dynamite avec le TNT, c'est comme confondre un tigre avec un chat. Ce sont tous les deux des félins, mais si vous essayez de caresser l'un comme l'autre, le résultat sera très différent. Le TNT est une substance qui n'a pas commencé sa carrière sur les champs de bataille pour tuer des gens, mais dans l'industrie de la mode. Oui, vous avez bien entendu, à la base, le TNT était fait pour faire de jolies robes jaunes. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire folle du trinitrotoluène. Comment une teinture ratée est devenu l'étalon universel de la puissance nucléaire. Pourquoi les ouvrières qui le manipulaient devenaient toutes jaunes? Et comment l'armée allemande a écrasé la marine anglaise grâce à lui? Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 1863. Nous sommes en Allemagne. À l'époque, la Silicon Valley du monde, c'est l'Allemagne. Et la tech, c'est la chimie. Mais les chimistes ne cherchent pas à faire la guerre. Ils cherchent de l'argent. Et l'argent, à l'époque, c'est le textile. La bourgeoise européenne de l'époque veut des vêtements colorés. Jusqu'alors, on utilisait des plantes écrasées pour faire de la teinture. Mais ça coûtait cher et ça tenait pas. L'objectif de tous les chimistes, c'était de créer des couleurs synthétiques pas chères. C'est là qu'intervient Julius Wilbrand. Wilbrand est un chimiste compétent. Il travaille avec du goudron de houille, un déchet de l'industrie du gaz dont on extrait le toluène. En 1863, Wilbrand mélange du toluène avec de l'acide nitrique et sulfurique. Il chauffe le tout et obtient une poudre cristalline. Une poudre jaune assez jolie. Il la teste sur la soie devient jaune. Il le teste sur de la laine devient jaune. Wilbrand se dit, mission accomplie, j'écris une nouvelle teinture. Il note sa découverte, range ses flacons et passe à autre chose. Le mec a littéralement inventé l'explosif le plus célèbre de l'histoire. Et il s'est dit, tiens, c'est bien pour tâter les rideaux. Pourquoi il n'a pas vu que c'était de l'explosif? C'est là tout le paradoxe du TNT. Pour un chimiste de 1863, un explosif, c'est quelque chose d'instable, comme la nitroglycérine qui sert à fabriquer la dynamite. Si vous secouez une bouteille de nitroglycérine, vous mourrez. Le TNT, lui, est hyper stable. Vous pouvez taper dessus avec un marteau, rien. Vous pouvez le frotter, rien. Vous pouvez même y mettre le feu. Il va brûler doucement et émettre une fumée noire, mais il ne va pas détonner. Pour Wilbrand, ce truc était trop inoffensif pour être une arme. Il avait tort. Petite parenthèse technique pour comprendre pourquoi le TNT est si spécial. Le TNT, ça veut dire trinitrotoluène. Le tri, c'est important. Ça veut dire qu'on a collé 3 groupes nitro sur la molécule de toluène. Imaginez que la molécule de toluène est un bus. Mettre le premier passager, le premier groupe nitro, c'est facile. On appelle ça le mononitrotoluène. Mettre le deuxième, le dinitrotoluène, c'est déjà plus dur. Il faut chauffer plus fort. Mais mettre le troisième, pour obtenir le trinitrotoluène, c'est l'enfer. Les groupes nitro se repoussent. Les molécules ne veulent pas de ce troisième passager. Il faut des acides ultra concentrés et une température précise. C'est pour ça que ça a pris 30 ans après Wilbrand pour qu'un autre chimiste, Karl Ozerman, en 1891, réussisse à perfectionner le processus industriel. Ozerman réalise surtout un truc. Si on utilise un détonateur assez puissant pour créer une onde de choc massif, cette teinture jaune inoffensive libère soudainement une énergie colossale. La bête est réveillée. Nous arrivons au XXe siècle. Les vents de la guerre soufflent sur l'Europe. L'armée allemande, toujours à la pointe de la chimie, adopte le TNT dès 1902 pour ses obus. Les Anglais et les Français utilisent encore de l'acide pitrique, appelé lydite ou mélinite. Quelle est la différence? L'acide pitrique est puissante, mais c'est une diva capricieuse. Il est acide, donc il attaque le métal des obus. Il crée des sels instables qui fait exploser les canons. Le TNT, lui, est neutre. Il n'attaque pas le métal, on peut le stocker 20 ans, il bouge pas. Mais surtout, il a une propriété magique, son point de fusion. Le TNT fond à 80 degrés, mais n'explose qu'à 240 degrés. Ça permet aux Allemands de le faire fondre dans des casseroles et de le verser dans des obus. En durcissant, il remplit 100% de l'espace. C'est dense, c'est lourd, c'est efficace. La différence se voit lors de la bataille navale de Jutland en 1916. Les obus anglais à base de pitri sont trop sensibles. Ils touchent les bladages des navires allemands et explosent tout de suite. Ils font des égratignures. Les obus allemands au TNT, eux, sont moins sensibles. Ils encaissent le choc, perforent le blindage, traversent l'acier et explosent à l'intérieur du navire grâce à un retardateur. Face à cette supériorité, les Alliés doivent
doivent s'y mettre. Mais il y a un problème. Fabriquer du TNT est long et dangereux. En 1915, c'est la crise des obus. Les soldats au front n'ont plus de munitions. On doit produire vite, très vite. Les usines tournent 24 sur 24. Et qui travaille dans ces usines? Les femmes, appelées les munitionnettes. Elles manipulent la poudre jaune à main nue. Elles respirent les vapeurs. Le TNT est toxique pour le foie et le sang. Très vite, un phénomène étrange apparaît. La peau de ces femmes devient jaune vif. Leurs cheveux virent au vert jaune. On les surnomme les Canary Girls. C'est souvent tourné en dérision à l'époque, mais c'était un empoisonnement grave. Le plus choquant, certaines de ces femmes étaient enceintes. Elles ont donné naissance à des bébés jaunes. On les appelait les bébés canaris. Heureusement, la couleur partait au bout de quelques semaines. Mais ça montre à quel point le produit imprégnait l'organisme. Des centaines de ces femmes sont mortes de toxicité hépatique pour fournir le front. C'est une facette sombre de l'histoire du TNT qu'on oublie souvent. Le TNT a aussi causé la plus grande catastrophe accidentelle de l'histoire avant l'ère nucléaire. Le 6 décembre 1917, à Halifax, au Canada, le navire français Mont-Blanc, chargé de plus de 2000 tonnes d'explosifs, principalement du TNT et de l'acide pitrique, entre en collision avec un autre bateau. L'explosion est inimaginable. Elle rase 2,5 km de ville. L'encre du navire, qui pèse une demi-tonne, est retrouvée à 4 km de là. L'explosion est si puissante qu'elle casse les vitres à 100 km de distance. C'est cette explosion qui a fait comprendre au monde la puissance brute de cette chimie. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui encore, le TNT est l'étalon de mesure. Vous avez remarqué, on ne mesure pas une bombe nucléaire en watts ou en joules, on la mesure en kilotonnes de TNT. Une bombe de 15 kilotonnes, il faudrait 15 000 tonnes de teinture jaune de Monsieur Wilbrand pour obtenir la même bombe. Pour finir, une précision, le TNT n'est plus l'explosif principal militaire. Les armées, aujourd'hui, utilisent surtout du RDX, du C4 ou du Semtex, qui sont encore plus puissants. Mais le TNT reste utilisé dans le génie civil pour creuser des tunnels ou démolir des immeubles, précisément parce qu'il est stable et qu'on peut le faire fondre pour lui donner la forme qu'on veut. Alors la prochaine fois que vous voyez Bibi et le coyote avec des bâtons rouges, vous saurez que c'est pas du TNT, c'est de la dynamite. Le vrai TNT ressemble à un savon jaune un peu gras. Et s'il n'y avait pas eu de guerre, on porterait tous des vêtements teints en jaune avec du TNT. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour la prochaine histoire et à bientôt. Ciao!